Il y a rarement de si grandes divergences selon des calculs différents, qui fait que le nombre de victimes d'un massacre varie entre quelques centaines et 10 000. Mais alors c'était le cas pour le massacre sur la place Tiananmen en 1989 en Chine. On n'est toujours pas sûr combien de gens sont tués sur place, mais ce qu'on est sûr aujourd'hui, c'est que cet événement a joué un rôle très important dans la dislocation de l'Union soviétique dans les années suivantes. À cette époque-là, Pékin et Moscou étaient toujours dans une situation délicate. Gorbatchev lui-même était en visite à Pékin au moment des manifestations. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler de la tension, ou plutôt la fin d'une époque de tension entre la Chine et l'Union soviétique à l'époque? Lorsque Gorbatchev est arrivé au pouvoir en Union soviétique en 1985, la situation avec la Chine était toujours très tendue. Beaucoup moins que dans les années 60, lorsque il y avait des incidents très violents qui se déroulaient à la frontière sur le fleuve Ussuri. Lorsque Gorbatchev est arrivé au mois de mai 89 en Chine, pour une visite qui a été le point d'orgue d'un rapprochement qui était déjà amorcé un peu avant, mais là vraiment, les partenaires soviétiques et chinois se sont entendus. Et il a rencontré en particulier Jiang Zemin, qui était le premier à l'époque, le premier secrétaire du parti de la ville de Shanghai, et qui est devenu, le mois suivant, en juin, après les événements de Tiananmen, pratiquement le grand patron de la Chine, et il l'est resté jusqu'en 2003. Comment expliquer le fait que la Chine était vue de l'Union soviétique comme un modèle de démocratisation? C'était le plus tôt qui a commencé, qui a déclenché la démocratisation, enfin une tentative, alors que c'était échoué. La Chine était perçue par une partie des élites soviétiques comme un modèle de ce qu'il fallait faire. Le problème en Union soviétique, c'était le problème économique, comme d'ailleurs en Chine. C'est le problème propre au système communiste. Si on applique une ligne, une doctrine communiste d'économie planifiée, très dure, très stricte, on aboutit à des sociétés de pénurie. Et ça s'est vu dans tous les pays du monde. Il n'y a pas une seule exception où les choses ne se soient pas passées ainsi. Donc, réformer, cela signifiait avant tout changer l'économie. Le problème, c'est que autant les dirigeants soviétiques étaient incapables d'émettre une théorie qui aurait permis effectivement d'apporter à la fois un peu de démocratie, mais surtout beaucoup de changements économiques, autant en Chine, Deng Xiaoping était beaucoup plus pragmatique. Il s'est inspiré de l'exemple léniniste de la nouvelle politique économique de 1921, qui consistait à permettre, à l'intérieur de l'économie planifiée, une large autonomie pour l'entreprise privée. Alors qu'en Russie, ils sont restés paralysés. En revanche, pour Gorbatchev, ce qui était important, c'était de changer la société, de changer la politique, de manière à créer les conditions éventuelles d'avoir un changement économique. Mais c'était un pari à long terme. En Chine, les réformateurs chinois parier sur le changement économique pour faire évoluer éventuellement la situation sociétale, ce qu'ils ont réussi, et politique éventuellement, mais ça, ils n'y tenaient pas trop. Donc d'un côté, vous aviez des réformateurs qui voulaient changer la politique pour éventuellement changer l'économie, et de l'autre, vous aviez des réformateurs qui changeaient l'économie pour éventuellement peut-être changer la politique. Et voilà, et toute la différence est là. En Chine, les réformateurs se sont rendus très vite compte, en 89, que la situation était en train de dégénérer. Et elle dégénérait de la même manière en Russie. Mais en Russie, enfin en Union soviétique, c'était dans les intentions de Gorbatchev qu'il y ait une grande démocratisation, que les gens s'expriment, que les gens parlent, qu'il n'ait plus peur. En Chine, ce n'était pas du tout la même chose. Les événements de Pékin montraient au début une convergence, c'est-à-dire que la Chine et l'Union soviétique étaient sur la même voie de la démocratisation. Et soudain, c'est la répression en Chine. Pour Gorbatchev, ça a été une douche froide. Lui, il a dit après l'événement qu'il ne voulait absolument pas des événements similaires qui se passent sur la place rouge. Absolument. Et c'est ça qui a produit pratiquement, c'est l'une des clés de l'effondrement de l'Union soviétique.
En 89, lorsque la plupart des observateurs, et j'en faisais partie, ont vu ce qui se passait en Chine, nous nous sommes dit, ça va être la même chose en Union soviétique, il y aura une répression parce que elle est dans les gènes du système. Dans le même temps, Gorbatchev, il affirmait qu'il renonçait à la violence, et pas seulement à la violence contre les manifestants éventuels, mais également à la violence dans les rapports avec les républiques démocratiques, c'est-à-dire avec les États qui composaient le bloc soviétique. Précédemment, il y avait une doctrine qu'on a appelée à tort la doctrine Brejnev, parce qu'elle existait avant Brejnev, c'est la souveraineté limitée des pays qui faisaient partie du bloc soviétique. C'est-à-dire qu'ils avaient une souveraineté théorique, mais dans la pratique, s'ils cherchaient à sortir du bloc, les soviétiques, les camarades soviétiques et les autres d'ailleurs, intervenaient pour l'empêcher. C'est ce qui s'est passé en Hongrie en 56, avant Brejnev. C'est ce qui s'est passé en Tchécoslovaquie en 68. Les pays de l'Est se sont trouvés devant la perspective sans issue de évoluer, de changer, de démocratiser, mais jusqu'où ? Jusqu'au moment où les soviétiques allaient intervenir et de marquer un coup d'arrêt. Suite à l'intervention militaire de l'État chinois envers les manifestants sur la place Tiananmen, la réaction internationale s'était assez divisée. L'Union européenne comme les États-Unis, tous les deux ont imposé des sanctions économiques comme de l'embargo sur les ventes de l'arme envers la Chine, alors qu'au sein de l'Union soviétique, on a la Mongolie qui s'inspire beaucoup de la démocratisation dans l'Europe de l'Est comme au sein de l'Union soviétique, qui a renoncé à la manière chinoise. On a aussi des autres pays comme la Tchécoslovaquie ou l'Allemagne de l'Est qui ont soutenu l'État chinois. Et comment on peut analyser cette divergence assez grande ? Gorbatchev était sur une ligne renoncer à la violence. Voilà, c'était son thème, renoncer à la violence. La violence n'a pas lieu d'être dans les relations internationales ou dans les relations sociales à l'intérieur de l'Union soviétique. Mais les camarades à côté, ils n'étaient pas peut-être du même avis, en particulier l'opposant numéro 1 au sein du Politburo et du comité central du parti, qui était Yegor Ligatchov, qui lui était sur une ligne beaucoup plus dure. Il disait à peu près la même chose que Deng. Il disait réformer économiquement peut-être, mais surtout ne pas toucher au pouvoir du parti. Il faut que le parti reste maître de la situation. Or, Gorbatchev, à ce moment, en 89, pendant l'été 89, il est dans une ligne pratiquement d'abandon du pouvoir du parti. Il reviendra sur cette ligne assez rapidement. En 90, il y a une réaction. Gorbatchev se sent pris dans un ensemble politique qui commence à le dépasser un peu. Conservateurs, les réactionnaires au sein du parti prennent beaucoup d'importance. Il essaye de les suivre à reculons, mais au dernier moment, il refuse ce qu'il avait dit en 89 au moment de Tiananmen, pas de violence. Et les autres, ils sont pour le rétablissement de la loi soviétique et de l'ordre soviétique, immédiatement, tout de suite, ce qui conduira au putsch d'août 1991 et à la désintégration. Mais ce clivage à l'intérieur des élites soviétiques se retrouve également dans les pays satellites. Certains sont pour une ligne dure parce qu'ils voient le pouvoir leur échapper. D'autres sont sur une ligne un peu plus démocratique, si l'on peut dire, un peu plus sensible aux événements mais non pas pour les appuyer ce qui s'est passé à Tiananmen, mais au contraire pour essayer de trouver des solutions pour contourner le problème, et en particulier la Hongrie qui était depuis très longtemps sur une ligne très libérale par rapport au reste du bloc. On se trouve dans ce clivage qui a fait que l'Union soviétique a éclaté. Tiananmen, c'est un catalyseur que tout s'effondre en quelques mois.